Notre invité aujourd'hui est Fabien Randan, il est journaliste à 20 minutes, journaliste culture média, et il vient de sortir un livre. C'est un grand spécialiste de l'Eurovision. Bonjour Fabien. Bonjour Frédéric. Alors ce livre, il s'appelle Eurovision, histoire de la plus grande scène du monde, aux éditions Double Ponctuation. Et alors moi j'ai choisi ce lieu, le Fridge, qui est un lieu des soirées parisiennes et un bar gay du Marais, du quartier du Marais. Je trouve que c'est un lieu agréable pour tout désigner, pour parler de ce livre qui vient de sortir. Donc merci au Fridge de nous accueillir. Alors Fabien Randan, dans ce livre, vous décrivez comment le concours Eurovision a toujours été le reflet de la communauté LGBT et bien plus encore à travers des portraits, des figures clés qui montrent l'évolution et les avancées de la société dans ce domaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? C'est deux choses. C'est à la fois mon attrait pour l'Eurovision, puisque je couvre le concours pour 20 minutes depuis 2015 maintenant. Donc j'en ai une bonne connaissance. Et ce qui me passionne dans ce concours, c'est peut-être même au-delà des chansons et des artistes, c'est la manière dont on peut faire une lecture de l'Europe et de l'histoire européenne, de tout ce qui traverse le continent en termes de questions sociétales, politiques, de tensions géopolitiques, à travers les bientôt 70 années d'existence du concours. Il a toujours reflété ça, et donc notamment l'évolution de la perception des personnes LGBT au sein du continent, et également l'évolution de leurs droits et des mouvements aussi LGBTQIA+. Il y a aussi l'autre aspect qui est que en tant que gay, et journaliste aussi, je m'intéresse aux questions des luttes LGBT, de leur histoire, et j'ai longtemps fait ce constat que en France, finalement, on méconnaît une grande partie de l'histoire de la militance LGBT en France ou en Europe même, et de ce que peut être ou a pu être la situation dans tel ou tel pays, alors qu'on connaît plutôt bien, on a pas mal de ressources sur leurs équivalents américains. Je pense notamment à Stonewall, où je pense qu'aujourd'hui, dans la communauté LGBTQ+, Stonewall, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, et finalement leurs équivalents français, que ce soit aussi bien Arcadie que le phare, ont eu leur importance aussi, et tout n'est pas venu que de Stonewall et des États-Unis. Et donc ce livre-là, il concentre ces deux aspects. Et on voit que l'histoire a commencé très tôt. On peut penser à Jean-Claude Pascal en 1961, sa chanson Nous les amoureux. Ça a été la première chanson qui faisait référence à l'homosexualité, mais alors surtout, il fallait pas en parler. Oui, c'est ça, les chansons gagnantes. Et pourtant, c'est vrai que quand on regarde le texte de cette chanson aujourd'hui, nous les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher de nous aimer, on nous promet l'enfer et le feu. La fin de la chanson, c'est un jour viendra où on pourra s'aimer sans qu'on en parle en ville. Donc les paroles sont assez évidentes, et pourtant à l'époque, ça passe au-dessus de tout le monde, du public qui regardait, mais aussi des jurys qui à l'époque étaient donc les seuls à voter. Peut-être que certains avaient compris, mais c'est vrai que c'est une chanson qui, même à l'époque, n'a pas été célébrée comme telle. Alors déjà, Jean-Claude Pascal est lui-même resté très discret sur son orientation sexuelle jusqu'à sa mort. Puis il faut rappeler qu'en 1960, l'homosexualité était considérée comme une déviance. C'est le mot qui était employé à l'époque. C'était juste inconcevable que ce thème soit abordé à une heure de grande écoute à la télévision dans un show de variété. Tout à fait, et même au-delà de déviance, c'est en France, dans la loi française, l'homosexualité est considérée comme l'un des fléaux sociaux. Effectivement, c'est une époque où l'homosexualité, quand elle est évoquée, c'est le plus souvent sous l'angle du mépris ou de l'humour, qui peut être aussi une forme de mépris. Ou alors, il faut passer par des messages cachés, comme Charles Trenet, avec le Jardin Extraordinaire. C'est un lieu de drague, et quand on regarde les paroles du Jardin Extraordinaire, ça parle de rencontres entre hommes dans les bosquets, et voilà. Donc la subversion a été cachée, en tout cas aux yeux du grand public, cryptée. Et heureusement, tout ça évolue un petit peu au fil des années. Certains diront pas assez vite. Et notre date marquante, c'est la victoire en 1998 de Dana International, qui est une candidate israélienne transsexuelle. Comment a été vécue, d'ailleurs, cette participation de cette candidate dans le pays comme Israël ? Alors en Israël, Dana International, elle s'est heurtée à l'opposition des politiques de droite et d'extrême droite, et également des juifs les plus rigoristes, qui estimaient que le pays ne pouvait pas être représenté par une femme trans, une entre guillemets abomination. Il y a cette hostilité-là, et puis finalement Dana International gagne le concours
En 98, donc, année où seul le vote du public était pris en compte. On est à la fois là dans une image, on peut dire, assez miraculeuse d'acceptation au sein du continent. Quand on voit aujourd'hui les paniques morales qui entourent la question des personnes trans, voilà, à l'époque, en 98, Dana International, c'est un peu le symbole d'une transidentité qui est, du moins dans ce domaine artistique, show business, ou dans le cadre du divertissement, accepté. Mais il y a une forme de respect derrière ça. Alors qu'à l'époque, c'est vrai que les traitements sur la transidentité étaient médiatiquement rares. Et quand ils l'étaient, c'était souvent sensationnaliste. Donc on a vu ce changement-là. Et puis, effectivement, cette victoire en Israël a changé les choses sur l'acceptation des personnes LGBTQIA+. Alors, on peut parler de pinkwashing par la suite, de dire, voilà, regardez comment nous, on accepte, même si c'est une acceptation qui peut poser question, comme je le dis dans le livre. Les mariages de couples homosexuels contractés à l'étranger sont reconnus en Israël, mais deux Israéliens ou deux Israéliennes ne peuvent pas se marier. Le mariage égalitaire n'est pas encore dans la loi en Israël. Conchita Wurst, est-ce que ça a été vraiment le basculement, justement, où vraiment l'UER a accepté l'idée que la communauté gay s'approprie cet événement en faisant un événement gay-friendly, une coupe du monde gay? C'est pas le moment où l'UER, en prenant un risque aussi peut-être de se priver d'une partie de téléspectateurs. Pourquoi l'UER a balisé ça? Alors je pense que l'UER a mené ce travail d'acceptation un petit peu plus tôt, mais que effectivement Conchita Wurst est le symbole de ça, de cet élan, on va dire, progressiste, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre. Si on revient un tout petit peu en arrière, justement dans les années 90, on a 97, le premier candidat ouvertement gay, Paul Oscar pour l'Islande. 98, donc la première candidate trans vainqueur de cette édition. Ça correspond aussi à un moment où en Europe, Europe de l'Ouest, les choses changent sur la perception des personnes LGBT, et surtout homosexuelles, dans ces pays-là. L'OMS, au début des années 90, a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Il y a eu aussi le drame des années SIDA. Ça a commencé à changer à cette période-là, et au sein de l'Eurovision, donc il y a eu ces candidats et candidates qui ont été marquantes. Aussi en termes de production, les concours commencent à se tenir dans des arénas avec les fosses qui donc sont ouvertes au public, et on commence à voir justement une grande partie de ce public-là qui est homo et qui est visible. En 2016, l'UER interdit tous les drapeaux des pays qui ne participent pas au concours, avec une exception, le drapeau arc-en-ciel. Oui, voilà, parce que la communauté gay, principalement, et voilà, je vais être plus inclusif, LGBT en général, mais c'est vrai que les gays sont particulièrement visibles et impliqués, et peut-être on peut émettre cette critique qu'ils laissent peu de place aux autres, mais en tout cas, voilà, qui font vivre tout au long de l'année le concours, à travers voilà, des chaînes YouTube, des podcasts, ne serait-ce que des commentaires sur les réseaux sociaux, en suivant les sélections nationales, etc. Le concours ne s'arrête jamais. Le grand public, une fois que l'Eurovision est terminé, bon ben voilà, on n'en parle plus jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Et la communauté de fans, parmi lesquels il y a beaucoup de personnes LGBT, continue à faire vivre ce concours-là. Donc je pense que c'est aussi 2016. En plus, 2016, le concours se déroule en Suède, qui est un pays plutôt qui est ouvert à ces sujets-là. Donc oui, voilà, tout concorde pour cette acceptation-là. Mais quand on revient à l'UR 2003, quand les tatous participent, duo qui se fait passer pour lesbien, voilà, il y a cette peur des organisateurs qu'elles s'embrassent sur scène, parce que il ne faudrait pas, c'est un spectacle familial. Donc on voit qu'il y a quand même là une petite résistance au sein des diffuseurs, ce qui n'a pas empêché 2002 d'avoir un groupe de drag queens pour la Slovénie, les Sestré, Verka Serdushka, même si a priori l'acteur qui l'incarne n'est pas queer. Voilà, il y a eu des candidatures comme ça, mais c'est vrai que 2014, ça a été là le basculement avec oui, cette victoire de Conchita Wurst, gagnant comme un pouvoir Unstoppable. Voilà. Qui est aussi un message qui a porté, selon vous, qui a été entendu. Oui, qui a porté, parce que je pense que si on regarde les médias en France, la victoire de Conchita Wurst a été beaucoup plus relayée que celle de Émilie de Forest, que celle de voilà du duo d'Azerbaïdjan ou
ou d'autres candidats, même de l'ENA. Voilà, là, on en a beaucoup parlé parce que effectivement, elle disait aussi quelque chose de la société européenne, de la politique européenne. On est donc en 2014, la France vient de mettre en place la loi mariage pour tous quelques mois plus tôt. La Russie, elle, a commencé à mettre en place des lois anti-gays qui se sont intensifiées et qui là aujourd'hui atteignent des proportions d'oppression au-delà de l'inquiétant. Je vous cite le message du Premier ministre de l'époque en 2014 en Russie à propos de Conchita Wurst. L'Europe a donné un aperçu aux partisans de l'intégration européenne de ce qui les attend en rejoignant l'Europe, à savoir une fille à bas. Tout était dit et le déclin a commencé. Alors que en 2003, il y avait 2 filles qui représentaient la Russie qui se sont embrassées sur Oui, voilà. Et la Russie avait justement aussi dans cette candidature de Tatou, il y avait 2 choses. Il y avait cette envie de gagner avec ce duo qui était très populaire, qui avait fait un carton avec son album All the Things She Said, notamment en termes de chansons, et Not Gonna Get Us, qui ont été 2 tubes dans toute l'Europe. Donc là, les Russes se sont dit, bon, on a une vraie chance de gagner avec elles. Elles étaient favorites, les Tatou, surtout qu'avec Pugacheva, star dans leur pays en 97, ils pensaient vraiment que ça allait suffire à leur rapporter le trophée. Et voilà, la Mireille Mathieu russe, et ben la Mireille Mathieu russe, elle a floppé. Donc là, ils ont présenté ce duo-là qui, en plus, leur permettait un petit peu de faire, comme on dit aujourd'hui, du trolling, c'est-à-dire voilà, on va vous mettre peut-être, vous, diffuseurs occidentaux, face à vos contradictions. Quel regard est-ce que vous portez sur 2 femmes qui pourraient s'embrasser sur la bouche à une heure de grande écoute? Donc il y avait quand même cette idée-là derrière la tête. Mais effectivement, on voit le basculement en une dizaine d'années en Russie qui a été assez considérable. Justement, d'ailleurs, est-ce que cette orientation du concours a justifié le retrait de certains pays? Bien oui, et c'est là où on voit les valeurs que souhaite mettre en place l'UER et à travers ce concours, c'est que finalement, l'UER n'a pas transigé avec des pays qui se sont retirés au fil des années 2010. Je pense notamment à la Turquie, à la Hongrie, à la Bulgarie. Et ces pays-là sont partis, alors pas officiellement en disant oui, voilà, il y a trop de LGBT, trop de visibilité des personnes queer, mais il était facile de comprendre que cette dimension-là posait problème. D'autres politiques ont parlé de flottille homosexuelle, mais encore là, on est limite dans le moins homophobe que ce qui a pu être dit. Il y a eu des choses clairement homophobes et finalement l'UR n'a jamais dit attendez, on va se mettre autour de la table et puis on va maintenant interdire ou en tout cas chercher à un peu réprimer, lisser les candidatures et donc a tenu bon. Est-ce que vous pensez que c'est partie des réflexions des délégations aussi de choisir un candidat qui soit queer compatible pour l'Eurovision? Je suis pas sûr que ça rentre en ligne de compte peut-être pas pour tous les pays. Mais pour en revenir à la Russie, moi ce que l'on peut noter, c'est que la Russie se fait huer avec un duo de sœurs jumelles en 2014, se fait huer avec Polina Gagarina, grande star en Russie en 2015, et l'année d'après, 2016, qui arrive Sergueï Lazarev, alors qui n'est pas ouvertement gay, mais qui, on va dire, qui ne l'a pas évoqué. Voilà, qui ne l'a pas évoqué, mais qui, on va dire, de manière critique, peut correspondre à ce qu'une partie du public gay peut aimer en termes à la fois de chansons, mais aussi de physique, de choses comme ça. Et 2016, pas de huée pour la Russie, qui n'avait pas pourtant fait évoluer ses lois dans un autre sens. Et les huées ont cessé. Donc on peut dire que peut-être dans certains pays, il y a cette volonté-là de lisser ou de vouloir montrer une image d'acceptation plus grande que elle n'est en réalité. Puisque c'est du soft power, on en revient toujours. Et je pense qu'il faut l'accepter qu'à l'Eurovision, il y ait des pays qui fassent du soft power. Enfin, il faut l'accepter. Faut pas le nier. Voilà. Et ça fait partie du jeu, puisque de toute façon, c'est une vitrine, l'Eurovision. C'est juste qu'il faut avoir cette dimension-là, peut-être aussi dans la grille de perception et d'analyse. Quand la France, par exemple, participe avec Bilal Hassani, je ne pense pas qu'il y ait une idée de allons-y, présentons un candidat queer, ça va marcher à l'Eurovision. Non, il y a eu Destination Eurovision, Bilal était connu en France, apprécié, avec cette chanson qu'il a coécrit avec Madame Monsieur, voilà, il arrive et puis il est élu par le public, quoi. Donc c'est le public qui l'a désigné, pas la délégation. La plupart des pays qui ont des candidats queer, c'est généralement des pays où l'acceptation, là, ces dernières années, est peut-être la plus prononcée. Alors dans ce livre qui est très travaillé, vous
92 portraits de David de Berson, animaux, en passant donc par Bilal Hassani, Patrick Juvet. Pourquoi ces gens-là? Comment vous avez choisi ces personnalités-là? Alors déjà, je me disais que 12 chapitres, ça faisait un petit clin d'œil aux 12 points. En fait, le choix s'est fait assez facilement puisque je voulais avoir un petit peu toutes les époques. Je regrette par exemple de ne pas avoir les années 80. Après, est-ce que ça dit quelque chose ou pas? Voilà, sans doute. Et surtout, effectivement, oui, de montrer que dès 1956, avec Danny Doberson, il y avait une présence lesbienne à l'Eurovision, même si on ne peut pas dire que ça a eu un impact, mais c'est pour montrer que aussi les personnes LGBT à l'Eurovision n'ont pas été inventées dans le courant des années 90. Et c'est effectivement avoir des figures donc, qui permettent d'évoquer un petit peu toutes les époques, d'évoquer tout le spectre LGBTQIA+, et aussi, par exemple, avec Christopher Björkman, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de l'aspect gay, puisqu'il a été candidat, quand il a participé au début des années 90, on lui a dit « reste dans le placard », enfin, n'en parle pas, même si lui, il était au sein de sa famille, de ses proches, complètement out, et ça ne posait aucun problème. On lui a dit « non, mais quand même, voilà, n'en fais pas étalage ». Voilà, Christian Björkman qui aujourd'hui est producteur du concours, qui a révolutionné aussi la sélection suédoise de Melodifestivalen, et qui est une figure assez, peut-être décriée par certains, mais en tout cas qui a vraiment contribué à façonner le concours tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est en ça que, par exemple, son profil m'intéressait. Et je voulais avoir aussi une répartition géographique, de montrer que voilà, ce n'était pas que le Big Five qui avait des candidats LGBT, qui avait aussi en Serbie. Et qu'est-ce que ça raconte d'avoir une personne lesbienne qui chante pour la Serbie, mais qui a un peu une vaste représentation géographique. Fabien, vous étiez à Bâle il y a quelques semaines pour couvrir l'événement pour votre média. La prestation de Nemo, je parle de la deuxième en fin de soirée, elle a créé un peu de polémique, elle a été un peu contestée, y compris dans la communauté gay, qui l'ont trouvé parfois inadaptée à ce type de show, le show de l'Eurovision. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors moi, c'est une prestation que j'ai beaucoup aimée. En fait, c'est une proposition. Et c'est aussi en ça que je trouve l'Eurovision intéressant. C'est que parfois, il y a des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Et peut-être que pour les personnes qui n'ont pas aimé la prestation de Nemo et au sein même de la communauté, j'aurais envie de leur dire, mais qu'est-ce qui fait que ça vous a déplu? Qu'est-ce que ça a réveillé en vous? Qu'est-ce que ça vous a évoqué pour provoquer tel rejet ou telle critique? Qu'est-ce que ça veut dire la visibilité LGBT sur la scène du concours? Est-ce qu'il y a des visibilités plus acceptables que d'autres? Et est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait des artistes qui peut-être crispent un peu, dérangent, puisque Conchita Wurst, aujourd'hui, est devenue un classique du concours. Elle est complètement consensuelle, alors que peut-être même en 2015, au sein même de la communauté LGBT, peut-être qu'elle crispait, elle dérangeait, mais ça montre que les mentalités ont évolué. Il y a eu aussi Drag Race qui est devenu très grand public. Les grands-mères de 90 ans peuvent voir sur France 2 des drag queens et comprendre ce qu'il y a derrière cet art, derrière le maquillage, les paillettes, etc. De voir les individus, leurs histoires, leur créativité et montrer que un artiste, c'est un humain avant tout et qu'il y a des choses à exprimer. Et c'est pas pour la plupart, des armes de guerre. Fabien Randall, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric pour l'invitation. Et je rappelle donc la sortie de ce livre, Queerovision, histoire de la plus grande scène du monde, et cette édition double ponctuation. Merci Fabien. Merci Frédéric.